pourquoi donc parler de Bourdieu et d'Erwin Panofsky dans un festival d'histoire consacré cette année à la France? Parce que peut-être au moment où une certaine circulation mondiale des concepts et des idées trouve désormais sur sa route beaucoup de murs et beaucoup de barrières, où on revient parfois sur la question transnationale, qui était pourtant depuis au moins une vingtaine d'années la vraie question qui faisait travailler les chercheurs du monde entier ensemble dans des grands collectifs qui leur permettaient d'échanger des idées, eh bien revenir à une période, celle des années 60, considérée encore aujourd'hui, même quand on lit ce livre, on s'aperçoit que ça n'est pas toujours vrai, comme un âge d'or des sciences humaines, et revenir à un âge d'ouverture, en tous les cas, et de circulation transnationale de ces mêmes idées. Car le livre dont il sera question dans ce débat, Bourdieu, Panofsky, essai d'archéologie intellectuelle, signé de l'historien Étienne Hanheim et du sociologue Paul Pasquali, a l'ambition, à partir d'une courte correspondance entre l'historien d'art et philosophe américain d'origine allemande Erwin Panofsky et le philosophe devenu sociologue Pierre Bourdieu, de réfléchir en archéologue du savoir à l'évolution des sciences humaines et des sciences sociales. Ils seront accompagnés tous les deux du comédien Denis Podalides, qui est à côté de nous, et qui, dans un livre surprenant, paru chez Julliard cette année, nous a gratifié de ses souvenirs de Pierre Bourdieu sous le beau titre de « L'ami de la famille ». Merci à lui de nous accompagner dans cette façon d'aborder l'histoire des idées. Et je vais peut-être lui demander tout de suite, Denis, si vous pouvez monter à la tribune pour pouvoir nous lire un extrait, justement, de votre ami de la famille. En lisant les pages du cours, j'entends les rires qu'il devait propager dans la salle, au fil des comparaisons ironiques entre les peintres pompiers et l'art sans phrase de Manet. Derrière lui ou à ses côtés, parlant de Manet, il y a Marie-Claire, sa femme. C'est à elle que les règles de l'art sont dédiées. Elle avait étudié l'histoire de l'art, connaissait et maîtrisait la peinture du XIXe siècle, et Manet était un de ses peintres préférés. Il y eut un projet de livre en commun, dont un important manuscrit figure à la fin du volume rassemblant les cours sur Manet au Collège de France, Marie-Claire et Pierre Bourdieu, Manet l'hérésiarque, jeunesse des champs artistiques et critiques. Les notes prises sur plusieurs des tableaux de Manet révèlent une attirance pour l'expression inexpressive des modèles qui favorise et déjoue tous les commentaires. Un bar aux Folies Bergères. On y voit une serveuse de face et en arrière-plan, un miroir qui reflète ce qu'elle voit dans une lumière crue. Note parmi ces notes prises par Pierre et Marie-Claire Bourdieu, beaucoup d'interprétations de l'expression de la serveuse qu'il faut toutes accepter à la fois, mais sur un mode interrogatif. Solitude, impassibilité, ennui, réserve distante, fatigue, absence d'expression, immense dignité et retenue, self-containment, présence du vide. Je retrouve le même motif chez Flaubert et Baudelaire, les écrivains préférés de Pierre, mais aussi de Marie-Claire, peut-être plus encore, pour lesquels l'impassibilité du regard et de l'attitude est un thème esthétique récurrent, un choix formel revendiqué. On le trouve aussi chez Claude Simon et Rob Grillet, dont les livres étaient dans la bibliothèque des Bourdieu. Il s'agit moins d'une distance ironique, la pose du dandy, que du refus de la psychologie, de la morale et de la fable, le sens de l'objectivation, un des mots-clés du vocabulaire de la sociologie. Leur goût et leur connaissance de Manet étaient anciens. Il me semblait, mais peut-être me trompais-je, que cela remontait à leur jeunesse, que cet amour partagé faisait partie de leur amour même. Merci Denis Podalides pour cette lecture de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire si ce que vous avez écrit aujourd'hui pour ce livre, ces souvenirs donc, de Pierre Bourdieu,
est nourri justement de plusieurs couches d'histoire entre le moment où vous l'avez rencontré et vous l'avez croisé longuement et aujourd'hui. D'une certaine manière, est-ce que vous y avez rajouté vos propres interrogations sur Bourdieu au fur et à mesure du temps écoulé? Oui, parce que c'est quand même très longtemps après. Jamais j'aurais eu l'idée d'écrire ce livre si on ne m'avait pas proposé d'écrire sur Pierre Bourdieu, sachant que je l'avais connu au travers de mon amitié très ancienne avec Emmanuel Bourdieu, son fils cadet, qui est toujours aujourd'hui mon meilleur ami. Et que, donc ça remontait à la période de 83 et que les années où je l'ai assez bien fréquenté, ce sont les années de 83, 84, aux années 80, vers 93. Donc c'est très ancien, beaucoup de choses oubliées. Et puis, d'ailleurs, je reprends cette expression, c'était sans phrase, c'est-à-dire que c'était avec peu de conversations, vous savez, comme les enfants et les amis des enfants fréquentent la famille sans avoir de rapport direct. J'ai eu très rarement une conversation directe. Je ne l'ai jamais interrogé sur son métier, sur ce qu'il faisait, sur ce qu'il pensait. Je ne sais même pas si je lui ai posé des questions, sinon où se met le sel. Enfin, j'ai fait partie à un moment d'une vie familiale quotidienne et très très commune, aussi bien à Paris que dans le Béarn. Donc c'est vraiment a posteriori que j'ai essayé de reconstruire et notamment d'essayer de traquer ce qu'il avait laissé en moi et parce que je sais qu'intellectuellement j'ai été quand même formé non seulement à la lecture, mais les livres je les ai lus au fur et à mesure et de manière assez désordonnée, au début pas très instruit sur la question et petit à petit. Donc j'ai fait aussi un travail de relecture. Oui, et de remplir la silhouette d'une certaine manière, de redonner des couleurs et des ombres à la silhouette. C'est ça. Et oui, et de trouver et même d'ailleurs de me souvenir, ça s'est pas tellement passé par une enquête. J'ai cherché un peu. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut fouiller sa propre mémoire, parce qu'en fait tout est là généralement. Mais oui, en me souvenant, en reliant des choses aussi, et des questions posées aux enfants. Étienne Anaïm et Paul Pasquali, est-ce que justement ce texte qui a été choisi par vous et par Denis Podalides, qui évoque la question de l'amour plus ancien qu'on ne le pense pour l'art de Pierre Bourdieu, est une bonne introduction à votre travail à vous en tant qu'historien et sociologue? Alors, effectivement, une introduction qui est même encore meilleure que ce qu'on pourrait imaginer pour la mise en scène d'une rencontre comme aujourd'hui, parce que quand on a lu le livre qui est sorti presque en même temps, et ça fait partie des hasards de l'histoire de l'édition, moi, ces pages-là, immédiatement, m'ont fait regretter qu'on n'ait pas pu inclure comme témoignage, en quelque sorte, le passage que vient de lire Denis Podalides. Parce que ce qu'on a essayé de faire dans le livre, en fait, est quasiment concentré dans cet extrait d'une façon très belle. Il est question, finalement, de commencer par la fin, c'est-à-dire par Manet. Le cours de Bourdieu sur Manet, on est à la toute fin des années 90, et c'est un texte qui sort de façon posthume, mais c'est en fait un texte qui pose la question de l'amour de l'art, pour prendre le livre d'un volume des années 60 publié par Pierre Bourdieu, et qui montre ce qu'on a appelé, Paul Pasquali et moi, une sorte de fil rouge de l'intérêt de Bourdieu pour l'art, qui est un peu moins connu que d'autres choses quand on met Bourdieu en avant. C'est ou bien le Bourdieu politique des années 90, ou bien le Bourdieu sociologue de l'éducation. Et notre enquête archéologique, donc qui tient quand même beaucoup à l'histoire, est une enquête qui a tenté de revenir vers cette jeunesse que vient d'évoquer Denis Podalides à la fin de ce chapitre, et par y faire surgir des éléments qui en plus étaient les nôtres, c'est-à-dire cette question de l'art, cette question de la relation avec Marie-Claire, avec les gens qu'il a fréquentés, de sa première initiation à l'art, et jusqu'à la question des éditions de Minuit, puisque nous avons eu la chance d'avoir l'opportunité de publier ce livre aux éditions de Minuit et dans la collection du Sens commun, et que la présence de Claude Simon et d'Alain Robbe-Grillet dans sa bibliothèque dit aussi quelque chose de l'affinité que Pierre Bourdieu pouvait entretenir avec la maison d'édition de Jérôme Lindon. Donc, au fond, ça, pour nous, ça cristallise un peu notre entreprise. Alors, on pourrait assez facilement dire, tout compte fait, votre livre revient sur la genèse
de Bourdieu, mais on sait très bien que la notion de Genèse est une notion plus biblique que de sciences sociales et de sciences humaines, mais néanmoins, on peut dire effectivement que ça n'est pas le Bourdieu d'avant Bourdieu. Enfin, en tout cas, c'est peut-être le Bourdieu d'avant le Bourdieu que la plupart des gens connaissent, et que ce qui vous a intéressé, Paul Pasquali, c'est justement de revenir à cette source-là pour voir comment Bourdieu devenait sociologue, commençait à devenir sociologue, quitter le domaine de la philosophie, mais restait encore lié à la question philosophique par l'intérêt qu'il avait, par exemple, pour des penseurs comme Erwin Panofsky, qui venait lui aussi de la philosophie allemande. Oui, c'est-à-dire que, au fond, ce qu'on a essayé de déplacer, c'est le regard sur ce Bourdieu, le dernier Bourdieu, professeur Collège de France, qui tutoie les plus grands, etc. Alors qu'à l'époque, il les vous voit, Panofsky, avec beaucoup de déférence. Cher professeur. Voilà. C'est le titre. Mais surtout, effectivement, c'est pas tellement la genèse au sens des origines de Bourdieu. C'est pas ça la problématique. C'est plutôt une dimension méconnue qui est ce Bourdieu éditeur, ce Bourdieu qui fabrique des livres, qui fabrique des savoirs, qui les fait circuler et qui fabrique une collection, qui se fabrique comme éditeur et qui fabrique une collection en réinventant aussi quelque chose qui à l'époque aux éditions de Minuit n'existe pas encore. Ce domaine des sciences humaines est encore en friche et le sens commun est créé en 65 et Panofsky sort en 67 son livre. Et donc il y a quelque chose d'une forme de, avant la lettre, de révolution symbolique qu'il tente, lui, en tant qu'éditeur, en analysant l'abbé Sugère et sa révolution symbolique avec les cathédrales médiévales, et plus tard maner la révolution symbolique dans la peinture. Et alors, une manière de faire voir ça, ça a été de rentrer, bien sûr, dans les coulisses le plus tôt possible de cette histoire du Bourdieu éditeur, mais ça a été aussi de montrer comment il s'inscrit dans une époque, dans un moment Panofsky, c'est-à-dire c'est une époque où beaucoup d'autres intellectuels français découvrent un Panofsky qui est à la fois mondialement connu, mais qui n'existe pas en France comme un auteur avec son corpus de textes, etc. Il n'est pas encore traduit. Et Bourdieu va faire quelque chose qu'il n'a plus jamais fait, et qui est, même quand on y pense, incroyable, c'est qu'il va traduire lui-même ce livre. Il va faire une postface de l'anglais. Il n'est pas spécialement bilingue en anglais, Bourdieu, mais il décide non seulement d'outrepasser ses frontières linguistiques, mais d'outrepasser ses compétences disciplinaires. Il va vers l'histoire de l'art et vers le Moyen-Âge pour rapatrier, entre guillemets, dans le domaine de la sociologie, des sciences sociales, tout un pan des savoirs et des questionnements de la longue histoire des sciences sociales. Alors peut-être toutes les personnes qui sont présentes dans ce très grand hémicycle de Blois ne savent-ils pas l'importance de Panofsky. Il a été très important, il le reste encore pour certains, mais d'une certaine manière, il n'est plus étudié de la même manière que dans les années d'après-guerre et dans les années 60, parce qu'effectivement, il a un impact qui va bien au-delà de l'histoire de l'art par sa formation de philosophe et aussi par la façon dont il manie des concepts qu'il est le seul à manier à ce moment-là. Oui, alors il a été connu à cette époque pour l'iconologie, pour cette façon d'analyser l'art et l'histoire de l'art très particulière qu'il incarnait. Et la même année que sort Architecture gothique et pensée scolastique, sortent les essais d'iconologie chez Gallimard. Donc on est vraiment dans ce moment Panofsky. Et en même temps, il a cette caractéristique d'être lui-même un transgresseur de frontières disciplinaires et de rapatrier avec lui toute l'histoire de l'art, disons, anthropologique de l'école d'Abbé Warburg et d'un certain nombre de réflexions autour du philosophe Cassirer, donc la philosophie des formes symboliques, qui est aussi, ça c'est important, la passion du jeune Bourdieu, la passion philosophique du jeune Bourdieu, qui plus tard deviendra l'éditeur aussi de Ernst Cassirer. Alors, on va écouter un deuxième texte lu par Denis Podalides. Il s'agit d'un extrait, et vous en parliez tout à l'heure, Denis Podalides, de ce cours au Collège de France de Pierre Bourdieu, L'effet Manet, 3 février 1999. Sur l'iconologie, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai été un des introducteurs de Panofsky en France et je voudrais bien qu'on me crédite d'une certaine connaissance du sujet. Je suis même assez vieux pour avoir échangé une correspondance avec Panofsky au sujet de la traduction de ses livres et j'ai la plus grande admiration pour ce grand historien de l'art. Dans le cours qu'il donna l'année suivante, en ce même lieu, Pierre Bourdieu revenait sur l'ambition intellectuelle qu'il avait alors animée comme éditeur et traducteur de Panofsky. Bon, c'est ainsi que j'ai très naturellement pensé qu'il fallait travailler à réunifier une science sociale fictivement morcelée, et tant dans mes recherches que dans les publications que j'avais favorisées dans la collection Le Sens commun,
que j'avais créé aux éditions de Minuit, j'ai essayé de réunir l'histoire sociale et la sociologie, l'histoire de la philosophie et l'histoire de l'art, avec des auteurs comme Erwin Panofsky et Michael Baxandall, l'ethnologie, l'histoire et la linguistique, etc. Alors, qu'est-ce qu'a été cette collection lancée en 65 chez Minuit Est-ce que vous pouvez nous la préciser, Étienne Nadheim? Effectivement, en 1965, Pierre Bourdieu, Paul Pasquale vient de le dire, devient directeur de cette nouvelle collection Le Sens commun. Et ce qui est très intéressant dans le texte que Denis Podalides vient de lire, c'est la manière dont ce projet est à la fois un projet théorique extrêmement fort et un projet éditorial au sens le plus matériel. Et c'est aussi le sens de notre enquête, c'est-à-dire essayer de penser ensemble la matérialité du livre, du travail des éditeurs et des éditrices et l'horizon théorique dans lequel Bourdieu a voulu les inscrire. Les notes, les postfaces, rassembler deux textes différents dans un même ouvrage. Bourdieu etc. invente en réalité une collection et une manière d'éditer les sciences humaines et sociales avec le soutien de Jérôme Lindon et de toute l'équipe des éditions de Minuit et le soutien de son laboratoire. On pourra en reparler tout à l'heure parce que, évidemment, des grandes figures comme Bourdieu et Panofsky émergent de notre discussion, mais enfin, derrière, il y a tout un monde social qui travaille à faire en sorte que ce soit possible. Et vous les citez toutes et tous, presque, de ce laboratoire, effectivement, que dirige Pierre Bourdieu depuis peu de temps. Tous ceux et toutes celles qui, effectivement, écrivent des lettres, envoient, enrichissent la correspondance avec Panofsky en prenant directement la plume, etc. etc. C'est-à-dire qu'on a essayé de restituer, et c'est là où on a vraiment fait un travail d'histoire au sens de l'histoire sociale, de l'histoire matérielle, de restituer ce monde de l'édition, ce monde du travail scientifique, mais tout en gardant à l'horizon le fait que pour Bourdieu, ça s'appuie sur un projet théorique extrêmement fort qui est cette ambition de réunification des sciences sociales. Alors, vu depuis la sociologie, hein, c'est-à-dire que Bourdieu, comme Durkheim avant lui, mais comme Lévi-Strauss en anthropologie ou comme Braudel en histoire, a une vision à la fois interdisciplinaire et puis un peu hégémonique du point de vue de sa propre discipline de cette réorganisation. Et ces deux extraits de cours nous semblent extrêmement frappants pour ça. Et plus encore, le fait qu'il mentionne dans ce cours de 99 le fait qu'il a échangé une correspondance avec Panofsky. Parce que dans l'œuvre de Bourdieu, c'est la seule occurrence de cette mention de la correspondance. Et au fond, notre livre, il part de cette correspondance. Il déploie cette question. Voilà. Et il la déploie parce que d'ailleurs, ce que vous expliquez, c'est qu'il est piqué au vif. Bourdieu, parce qu'il recevait des lettres régulièrement et des questions par écrit de ceux qui assistaient à son séminaire et que quelqu'un lui dit mais, en gros de quoi vous vous mêlez. Et là, en parlant d'histoire de l'art, et là, il veut absolument dire qu'il a été précurseur, qu'il était le premier à s'intéresser à cette œuvre-là, en tout cas à vouloir l'éditer. Alors, effectivement, les cours de Bourdieu au Collège de France, on vous invite à les lire si vous ne les avez pas lus, c'est vraiment très intéressant. Ils sont retranscrits au plus proche de l'oralité, donc on a le côté ton agacé de Bourdieu, on a aussi les réactions du public. Mais le plus important, là, c'est de se souvenir du fonctionnement particulier pédagogique que Bourdieu utilisait, c'est-à-dire que les séances étaient toujours précédées des réponses aux questions sur la séance précédente. Et donc, ça permettait de revenir de façon, on va dire, critique, en tout cas réflexive, sur des choses qu'il aurait laissées de côté. Sauf qu'à certains moments, et là c'était intéressant, des personnes ayant assisté aux séances et venant d'histoire de l'art venaient en quelque sorte mettre en question sa légitimité à poser des questions de sociologue, mais qui selon lui n'étaient jamais posées par les historiens de l'art, en tout cas pas comme ça. Donc là on revient sur ce que disait Étienne, c'est-à-dire une forme, je dirais pas d'hégémonie moi, parce que je suis sociologue, mais de contre-hégémonie, c'est-à-dire une manière de contester l'hégémonie des frontières instituées, celle des historiens de l'art. À l'époque où le jeune Bourdieu lance cette collection, l'hégémonie dans le champ intellectuel, en tout cas à l'école pratique des hautes études, c'est les historiens. Donc une façon de contester cette hégémonie, c'est d'aller chercher Panofsky, de le ramener vers lui. Il joue des coudes. Exactement. Et il y avait l'hégémonie des philosophes auparavant. Et donc il a bien fallu à chaque fois en remontrer aux philosophes. Et la postface de Bourdieu est extraordinaire quand on la relit avec un regard aujourd'hui de sociologue, parce qu'on se dit la culture philosophique déployée dans cette postface est prodigieuse. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui le sociologue la déploierait de cette façon-là. Oui. Ce qui est très intéressant, c'est que Paul l'a évoqué tout à l'heure, en même temps que lui,
il y a quelqu'un qui est mort récemment et dont tout le monde a dit l'importance qu'il avait eue pour les publications de sciences humaines, à savoir Pierre Nora. Et on voit qu'ils sont à peu près au même niveau. Ils ont repéré le même Panofsky. Ils se disent pourquoi je ne publierai pas Panofsky. Et qu'ils doivent faire une sorte d'accord tacite, pourrait-on dire, pour que l'un publie chez Gallimard et l'autre aux éditions de Minuit les premières œuvres traduites de Panofsky. Il y a donc un véritable champ intellectuel et éditorial qui se déploie en même temps sur à peu près les mêmes figures, Étienne Hanaï. Oui, c'est ce qu'on peut appeler le moment Panofsky, donc la fin des années 60, qui lui-même prend place dans ce moment souvent décrit comme l'âge d'or des sciences humaines et sociales du point de vue éditorial, qui commencerait au milieu des années 60 et dont... Combien de fois ici on a entendu les historiens se dire, alors, je ne tire qu'à 5 000 exemplaires, à l'époque on tirait à 10 000, 15 000, 50 000, etc. Emmanuel, aujourd'hui, plus personne ne tire à 5000 exemplaires dans l'histoire courante. C'est déjà beaucoup. Donc, effectivement, il y a eu cette phrase qui, d'ailleurs, est aussi l'objet d'une légende dorée qu'on essaye de mettre un peu en jeu, c'est-à-dire montrer aussi qu'il y a une économie matérielle dans les années 60 qui n'est pas aussi florissante que la geste héroïque le raconte, et que par ailleurs elle repose aussi sur beaucoup de travail gratuit de jeunes chercheurs, de jeunes femmes aussi, majoritaires, souvent dans les emplois peu qualifiés. Enfin, il y a toute une histoire de cet âge d'or de l'édition française. Et dans cette histoire, effectivement, la collection Le Sens commun, comme la Bibliothèque des sciences humaines, puis la Bibliothèque des histoires chez Gallimard, joue un rôle prépondérant. Et il se trouve que Panofsky, qui est né en 1892, donc qui, au milieu des années 60, est déjà un homme âgé et une star mondiale de l'histoire de l'art, n'a pas été traduit en français. Et au même moment, dans les mêmes mois, les éditions de Minuit et les éditions Gallimard ont deux projets parallèles, l'un mené par Pierre Bourdieu et l'autre par Pierre Nora, qui par ailleurs se connaissent, ils sont à peu près de la même génération et ont frayé dans des milieux similaires, ont des amis en commun comme Derrida. Les deux projets se développent parallèlement, et il y a d'un côté ce qui va devenir les essais d'iconologie, et puis de l'autre côté architecture gothique et pensée scolastique. Alors, ce qu'on a pu reconstituer grâce aux archives de Gallimard et aux archives de Minuit, c'est aussi la réflexion sur le partage des droits, qui va acheter des droits à quel éditeur, comment est-ce que ça va fonctionner, et puis la petite course contre la montre à laquelle se livre Bourdieu, parce que Gallimard est déjà à cette époque une grosse machine, même si les sciences humaines ne sont pas son domaine privilégié, et il y a beaucoup de projets en cours, beaucoup de projets de traduction, et les choses avancent à leur train. Et puis Bourdieu est informé par Panofsky lui-même que Gallimard est en train de sortir le livre, et alors chez Minuit, il va faire tout ce qu'il peut pour sortir la traduction. Alors avant, les livres sortent à quelques jours d'écart, et en fait, Bourdieu va réussir à raccrocher le train qui était parti depuis longtemps chez Gallimard, ce qui va être une très bonne opération en termes de communication, puisque à partir de l'automne, beaucoup de comptes rendus vont lier les deux livres. C'est-à-dire Michel Foucault, par exemple, qui est un des premiers à écrire, publie sur le fait qu'il y a un événement Panofsky et que cet historien de l'art un peu mythique, mais qui n'est lu quasiment que par les gens qui lisent l'allemand pour ses œuvres des années 20-30 et un peu les œuvres anglaises, eh bien, Panofsky va être d'un seul coup disponible massivement en français. Ah oui, ils ont vendu donc chez Minuit, vous l'expliquez dans votre livre, entre 67 et 2022, 30 000 exemplaires de ce livre sur l'architecture gothique, ce qui est un beau succès pour un classique de ces années-là. Absolument, mais ça part lentement, je dirais, d'une certaine façon. Non, mais par rapport à cette idée que dans les années 60, on vendait 15 000 ouvrages du moindre livre de sciences humaines et sociales, c'est pas vrai. Denis Podalides, on va lire maintenant. Vous allez lire. Attendez un tout petit peu. Vous allez lire maintenant les lettres justement écrites entre Bourdieu et Panofsky. Mais vous venez de lire le Bourdieu qui s'exprime en public avec beaucoup d'ironie, un peu d'humour, comme vous le disiez dans le texte de l'Ami de la famille. C'est quoi cette langue qu'utilise Bourdieu quand il est comme ça dans ce grand amphi du Collège de France? Elle dit quoi aux comédiens et à l'amoureux de la langue que vous êtes? Je pense que c'était une expression très simple. Il n'employait jamais un vocabulaire jargonnant. Il détestait ça. En même temps, l'employant quand il le fallait. C'est-à-dire qu'il n'avait pas non plus... il pouvait... la langue des concepts, enfin,
il ne cherchait pas non plus à vulgariser son discours. Mais je crois que aussi il y a quelque chose de très chaleureux chez lui, très sarcastique. Souvent, c'était un homme très très rieur et très souriant, et qui mettait en boîte. J'étais préposé à ce rôle-là. Et je l'aimais bien d'ailleurs, parce que je faisais marrer ses fils et je perturbais un petit peu. Il trouvait toujours. Il se trouve que ces 3 fils ont fait Normal Sup et ont tous engagé des études. Et moi et Emmanuel, justement, on écrivait des scénarios de films, on parlait littérature, mais on en parlait aussi beaucoup avec lui. Et moi, j'ai toujours plus connu d'une certaine manière le Pierre Bourdieu qui s'intéressait à la littérature, à l'art, et en ce qui me concerne aussi, même si je lui supposais une réticence très grande vis-à-vis du théâtre, néanmoins il s'intéressait au fait que je sois candidat au Conservatoire d'art dramatique. Il me mettait toujours un petit peu en boîte quand même. Quand il venait me voir au théâtre, il dormait, mais ça il me l'annonçait toujours avant, il me le disait, et je n'avais absolument... Les gens qui dorment au théâtre, pour moi, ça ne me dérange jamais. Cela, il ne vous dérange jamais tout au long d'une représentation. Donc, il avait ce rapport très familier. Et je pense que les cours étaient dans cette langue-là. Et je pense que ça doit être très passionnant. Et ils sont très passionnants à lire, comme le disait Paul Pasquali. Voilà, pardon. Parce qu'il y a une familiarité, il y a cet humour. Il tient absolument en compte l'adresse, et vraiment, c'est pas le cours ex cathedra. Ça n'a pas Alors, c'est pas le cours ex cathedra, mais quand il s'adresse à Erwin Panofsky, dont il veut éditer l'ouvrage, et là, il va s'adresser à cher professeur, monsieur le professeur. Vous allez nous lire cet extrait, donc cette lettre qu'il adresse à Erwin Panofsky pour pouvoir publier justement cette architecture gothique. Monsieur le professeur, je me permets de vous écrire en français, sachant que cette langue vous est familière. Je viens d'achever la traduction de votre Gothic Architecture and Scholasticism. Je me permettrai de vous en adresser un exemplaire dès qu'il sera dactylographié. Non que je veuille vous demander de la revoir, mais je souhaiterais malgré tout que, si cela ne vous demande pas trop de peine, vous puissiez me donner votre avis à propos de quelques passages difficiles. Je voudrais vous poser, dès maintenant, un certain nombre de questions concernant l'édition française. En premier lieu, nous souhaiterions substituer aux photographies de l'édition originale, dont la qualité n'est pas toujours excellente, des photographies plus nettes et plus belles, dans la mesure où nous pourrions les obtenir aisément. Dans le cas où l'idée vous agréerait, nous nous chargerions évidemment de faire les recherches. En second lieu, nous aimerions, en raison de la brièveté du texte, pouvoir y adjoindre telle autre de vos œuvres, traitant d'un sujet voisin. J'avais pensé à votre article « About Suger of Saint-Denis ». Vous serait-il possible de nous autoriser à le publier conjointement à Gothic Architecture ? Auriez-vous l'amabilité, au cas où la suggestion vous paraît raisonnable, de nous dire s'il est un texte qui, selon vous, conviendrait ? J'ai pensé à une autre possibilité que j'ose à peine vous proposer, de peur de vous paraître importun, à savoir que vous écriviez, à l'intention du lecteur français, une introduction ou une postface originale. Nous nous efforçons d'adjoindre à tous les textes que nous publions dans la collection Le Sens commun un certain nombre d'instruments de travail, index, bibliographie des travaux de l'auteur, brève notice biographique, glossaire des termes techniques, qui nous paraissent indispensables dans la mesure où nous voulons atteindre, par nos différents ouvrages, qu'il s'agisse de linguistique, d'ethnologie, de sociologie, d'histoire de l'art ou de philosophie, plus que le public de spécialistes. Accepteriez-vous que nous fassions de même pour votre livre et pourriez-vous, éventuellement, nous fournir les éléments, je pense surtout à une bibliographie complète récente, ou nous indiquer où nous pourrions les trouver ? J'ai enfin quelques questions qui concernent le texte même. Pour le titre, je pense qu'il serait plus euphonique de dire « architecture gothique et pensée scolastique », mais je ne voudrais pas trop interpréter. Je crois aussi qu'il serait bon de diviser le texte en chapitres correspondant aux divisions qui existent déjà, auxquels pourraient être donnés, il me semble, les titres suivants. 1. Correspondance chronologique. 2. La force formatrice d'habitude. 3. Le principe de clarification. 4. Le principe de clarification dans les arts.
5. La conciliation des contraires. Je joindrai à la traduction, pour éviter de vous obliger de fouiller le texte complètement, une liste de points qui font difficulté et je vous serais très reconnaissant si vous pouviez simplement confirmer ou corriger la traduction que j'en ai proposée. Je voudrais vous dire, après tant de questions et de demandes, tout le plaisir que j'ai pris à traduire votre livre et toute l'admiration que m'a inspiré cette recherche exemplaire. J'espère que la qualité de ma traduction sera à la mesure de l'intérêt et du soin avec lequel je l'ai réalisée. Je vous prie de recevoir, monsieur le professeur, l'expression de mon respect et de mon admiration, Pierre Bourdieu. Alors, Paul Pasquali, là, c'est une lettre qui, à la fois, est très révérencieuse par rapport à ce cher professeur, mais qui, d'une certaine manière, montre quelqu'un qui a déjà sa petite idée sur ce qu'il veut faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il laisse une grande marge d'interprétation à Panofsky. Enfin, il peut toujours dire non, mais il lui dit « j'ai déjà des titres qu'il faudrait rajouter, je vais rajouter 2 textes ensemble, l'un que vous avez écrit à un moment et l'autre de 2 ans plus tard, sur sujet Rabais de Saint-Denis. Je vais lui donner ce titre-là parce que c'est mieux, etc. » Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose de très directif, en tout cas, dans cette demande qu'il fait à Panofsky. En tout cas, on sent qu'il a une ambition et qu'il a bossé. Et qu'il ne s'adresse pas à n'importe qui à cette époque-là. Panofsky, c'est vraiment la figure tutélaire de l'histoire de l'art au niveau mondial. Bourdieu, il a 36 ans, il a publié Les Héritiers qui ont fait grand bruit, il a publié des travaux sur l'Algérie, mais il n'est pas encore le sociologue avec son concept d'habitus, de champ, etc., qu'on connaît, il y a encore moins le professeur au Collège de France. Donc, cette révérence, elle n'est pas seulement stratégique pour instaurer un bon contact et se montrer humble face à l'ampleur de la carrière et de l'œuvre de Panofsky, c'est aussi une manière de faire son job d'éditeur, de le faire en arrivant aussi avec les poches pleines d'idées, oui. Les poches pleines de projets, parce que ça fait sérieux aussi. Et d'ailleurs, la suite de la correspondance montre qu'il a réussi son coup. Et je pense aussi qu'il y a quelque chose de profondément... dans cette époque-là, on le retrouve chez Derrida, on le retrouve chez d'autres intellectuels de la même génération, il y a une générosité, non seulement de la traduction, mais de l'interprétation, de la lecture, en fait. On s'implique, on n'est pas éditeur au sens où on viendrait prendre des textes, on change la langue, on les duplique d'une langue à l'autre. On fabrique des savoirs et on les fait circuler là où, sans cette intervention, ils resteraient à leur place, ces savoirs. Et donc, il y a de l'humilité. C'est de la circulation. C'est exactement. Il met les savoirs en circulation, et pas seulement d'un espace linguistique à l'autre, mais d'un espace intellectuel à l'autre. Et il y rajoute effectivement ses propres idées, on y reviendra, mais comme, après tout, toutes les grandes œuvres qui circulent vivent ce genre de processus. Elles ne circulent jamais seules, mais avec les personnes qui les portent, qui les transportent, qui les lisent, etc. Et donc, derrière cette petite histoire entre un vieil historien de l'art et un jeune sociologue, c'est l'histoire finalement de toute l'édition en général, celle des sciences humaines en particulier, qui se pose. On peut, à partir de ce livre, repenser un tas de nos lectures, de nos goûts aussi de lecteurs et de lectrices d'aujourd'hui. Oui, sur ce point, Étienne Lannet. Effectivement, ce qu'on voit là, c'est cette générosité et aussi ce métier que Bourdieu apprend du point de vue éditorial. Parce qu'il faut insister un instant là-dessus pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'histoire de ce livre. L'édition française d'architecture gothique et pensée scolastique est un livre de Panofsky fabriqué par Bourdieu. C'est-à-dire que ce livre n'existe pas dans d'autres langues et il a même été la base de retraduction dans d'autres langues. Parce que ce qui existe, ce que Bourdieu a à sa disposition, c'est 2 textes au statut complètement différent. Il y a d'un côté le livre qui s'appelle Gothic Architecture and Scholasticism, qui est une conférence que ensuite Panofsky va publier sous forme de plaquette. Mais si ce texte est tellement hors du commun dans l'histoire de l'art et que donc il propose cette grande démonstration sur la relation entre les sommes de théologie du XIIIe siècle et surtout celle de Thomas d'Aquin et l'architecture gothique, en considérant qu'en fait il y a des homologies, il y a des principes qui structurent ces 2 productions culturelles de la même manière. Si ce texte est aussi prodigieux, c'est d'abord parce que c'est une conférence. C'est-à-dire que Panofsky est invité dans la grande abbaye bénédictine d'Amérique du Nord, à Saint-Vincent de la Trobe, et puis c'est les Wimmer Lectures, et donc il choisit un sujet à la fois brillant et qui traite rapidement, puisque c'est pas un très gros livre. Donc il y a ce livre-là. Et puis,
Panofsky, par ailleurs, a été l'éditeur scientifique des textes latins de l'abbé Sugère, c'est-à-dire le grand abbé du XIIe siècle de l'abbaye Saint-Denis, qui reconstruit Saint-Denis et dont on considère que c'est une sorte de prototype de l'art gothique. Et les éditions, l'œuvre latine de Sugère, avec une annotation très érudite, est publiée aux États-Unis avec une introduction de Panofsky. Et en fait, Bourdieu va détacher cette introduction, qui est aussi un texte très pédagogique, très didactique, mais parce qu'il annonce une édition critique extrêmement savante. Et de ces deux textes, Bourdieu va coudre un seul livre en ajoutant des intertitres, en ajoutant un index, en ajoutant une quatrième de couverture, qui fait comme si tout cela était un nouveau livre auquel il va lui-même, d'ailleurs, adjoindre une postface. Donc, c'est cette invention matérielle aussi éditoriale d'un bouquin qui, en fait, est une sorte de création qui nous intéresse beaucoup ici. Je vous ai interrogé tout à l'heure, Denis Podalides, sur le parler de Bourdieu, mais là, on est dans autre chose, c'est-à-dire la question de la correspondance. La correspondance, on le sait, il y a d'ailleurs des festivals qui lui sont dédiés en France. C'est un grand moment pour les comédiens pour pouvoir à la fois donner des lectures et aussi faire comprendre un style, le style de la correspondance. Là, c'est une correspondance qui est moitié admirative, mais moitié administrative en même temps. Comment on compare ce type de correspondance avec d'autres correspondances, je ne sais pas, les correspondances de Victor Hugo ou de n'importe quel grand auteur? Est-ce que ça vous dit quelque chose en tant que comédien de comparer les deux, ou est-ce que c'est vraiment très différent? J'aime énormément justement cet exercice de lire des lettres en public, les correspondances, parce qu'on trouve toujours la trace d'une personne et il y a l'adresse, la personne à qui on écrit. Et là, ce que je trouve assez touchant, c'est la profession d'une admiration et effectivement et cette énergie pour proposer presque, qui pourrait supposer presque de l'insolence. J'ai pensé à tout. Oui. De paragraphe en paragraphe, on sent que le vieux Panofsky, moi je pense à ça, recevant cette lettre, il dit, regarde, il m'écrit, qu'est-ce que je réponds? Je ne sais pas quel âge il a, Panofsky, mais il est effectivement, on le disait, assez âgé. 64 ans. Là, il y a une énergie d'un très jeune professeur qui a énormément suivi. On voit qu'il a travaillé, qu'il a compris les textes, et c'est fait. On ne voit pas très bien comment Panofsky pourrait répondre autrement que par oui. Dire que, moi, on reçoit ça, et en plus, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un lèche-botte. Jamais, il y a une déférence, mais il y a une classe aussi, il y a une justesse de... Et bon, en tant que lecteur, oui, c'est assez touchant de le retrouver à travers des lettres qui ont l'air très officielles. Alors, il y a donc les lettres de Bourdieu à Panofsky, puis il y a la lettre de Panofsky à Bourdieu que vous allez nous lire. Elle date du 13 décembre 1966. Voilà, je vais la faire sans accent. Monsieur le professeur, je voudrais vous dire d'abord combien j'ai été sensible à l'amabilité de votre lettre. Je vous remercie de toutes les informations que vous avez bien voulu me donner. J'espère que, grâce à votre aide, je pourrai faire une belle édition française de votre livre. Ce que vous m'écrivez au sujet des critiques qui ont été adressées à votre texte et que j'ai toutes examinées m'a encouragé à une entreprise qui vous paraîtra peut-être tout à fait imprudente et inconsidérée de la part d'un non-spécialiste. J'ai essayé de rédiger un texte qui pourrait être, s'il vous en paraît digne, une introduction ou une postface, et où j'ai essayé d'expliciter les raisons pour lesquelles votre étude me paraît constituer une contribution capitale à la théorie générale des sciences de l'homme. Il a dû être très content de lire ça, Pierre Bourdieu. Je vous envoie dès maintenant ce texte afin que vous me disiez votre sentiment. J'hésite un peu à vous envoyer un document encore très imparfait, mais le souci de ne pas retarder la publication m'incite à le faire sans attendre. Il va de soi que je compte y apporter des corrections et des modifications, outre celles, évidemment, que vous pourriez me suggérer. Je n'ignore pas que mon texte n'apporte rien qui ne soit au moins indiqué dans votre livre ou exprimé dans telle ou telle de vos œuvres théoriques. Mais je pense qu'il peut n'être pas inutile d'expliciter à l'usage du lecteur non spécialiste, qui peut ne pas avoir une connaissance approfondie de l'ensemble de votre œuvre, les présupposés méthodologiques que vous engagez à chaque instant et que vous exprimez avec tant de discrétion
qu'il risque de rester inaperçu d'un lecteur. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'avantage Mais oui, de là, la lecture en direct. Mais c'est bien, c'est bien. J'ai sauté, je me dis, mais c'est pas Panofsky qui parle. Je lis sur iPad et... Mais Excusez-moi, c'est le temps que je parle. Finissez. Elle était finie, la lettre, mais non. mais on J'ai va pas revenir. terminé la lettre de Panofsky, qui était assez courte. Alors allez-y. Lettre d'Erwin Panofsky à Pierre Bourdieu, 13 décembre 66. Ah ben voilà, ben c'est ça, pardon. Cher Monsieur Bourdieu, merci beaucoup de votre aimable lettre du 6 décembre, à laquelle je prends la liberté de répondre en anglais, car le fait même que vous ayez été assez bon pour traduire mon petit livre en français me garantit que votre maîtrise de l'anglais est infiniment supérieure à ma maîtrise assez limitée du français. Bien sûr, je considérerais comme un grand honneur que cette traduction paraisse sous les auspices de l'École pratique des hautes études, ce qui serait le cas implicitement, même si elle était publiée par les éditions de Minuit, dont vous avez été assez bon pour m'envoyer 2 beaux et intéressants spécimens. Je suis également d'accord avec vous sur le fait qu'il serait souhaitable d'améliorer les illustrations, mais je dois vous avertir que je n'ai plus en ma possession le matériau photographique utilisé pour la première édition en 1951. Je suis également d'accord pour qu'en penser que ce serait une bonne idée de combiner dans l'édition française de Gothic Architecture and Scholasticism et mon introduction aux écrits de l'abbé Sugère de Saint-Denis. Je suis, il n'y a pas besoin de le dire, très heureux de vos très flatteuses remarques au sujet de Gothic Architecture and Scholasticism, et je n'ai aucune objection à changer le titre pour Architecture gothique et pensée scolastique. Pas plus qu'à insérer les sous-titres que vous suggérez. Vos aimables remarques sont d'autant mieux venues que, comme je dois vous le dire en toute franchise, les comptes rendus de mon petit livre au moment de sa publication n'ont été en partie N'ont été en partie. Ah oui, c'est ça, n'ont été en partie pas très positifs. Je pense que cela répond à toutes les questions, pour autant que je puisse le faire à l'heure actuelle, et je voudrais conclure cette lettre en renouvelant l'expression de ma gratitude pour l'intérêt aimable que vous portez à un petit livre qui est, au mieux, un coup à l'aveuglette. Veuillez croire, cher Monsieur Bourdieu, en mes sentiments sincères, Erwin Panofsky. Voilà. Quelle façon extraordinaire de parler de ce livre qui est devenu donc un grand classique des sciences humaines et sociales, comme un petit coup à l'aveuglette. Parce que franchement, si chacun d'entre vous, en tant que chercheur et écrivain, pourriez dire que c'est un petit coup à l'aveuglette pour faire un chef-d'œuvre comme celui-ci, c'est assez modeste en tout cas, ou faussement modeste. Alors, faussement modeste, je pense que ça arrive souvent dans le monde académique, mais là, ça n'est pas tout à fait le cas, parce que nous jugeons les choses 70 ans plus tard. Mais en réalité, et c'est l'aspect très très important de cette réponse à Panofsky, en réalité, le livre de Panofsky sur l'architecture gothique et la pensée scolastique avait été assez mal reçu. Il avait été assez mal reçu, et dans le monde anglophone des historiens de l'art, il avait été très critiqué. C'est-à-dire que cette idée, qui est en fait une vieille idée du 19e siècle, d'une comparaison entre l'art gothique et la pensée théologique et philosophique médiévale, une idée qu'on trouve chez Jacob Burckhardt et qu'ensuite on retrouve dans les sciences sociales et l'histoire de l'art allemande et états-unienne du début du XXe siècle. Cette idée paraissait saugrenue à beaucoup d'historiens de l'art un peu positivistes et qui disaient mais enfin, à quel titre on pourrait rapprocher, sinon par une sorte de vue de l'esprit, un bâtiment comme une cathédrale et une œuvre comme la Somme de théologie de Thomas d'Aquin. Et donc, Panofsky avait été très très critiqué, alors que c'était quand même quelqu'un d'important dans le monde de l'histoire de l'art, et il en était assez blessé. Et cette blessure est fondamentale pour comprendre notre correspondance, parce qu'au fond, Denis Podalides le disait tout à l'heure, il a dû recevoir Panofsky, donc 74 ans, il habitait à Princeton, qui est quand même une des très grandes universités mondiales à cette époque, et il reçoit cette lettre au courrier, mais on peut deviner dans sa réponse qu'il y voit l'occasion de donner une nouvelle vie à son livre. C'est-à-dire que ce que Pierre Bourdieu va apporter à Panofsky, ça n'est pas simplement une traduction, c'est une deuxième chance. Et quand il disait un coup à l'aveuglette, ce qu'il veut dire, c'est qu'en fait, il avait tenté
une explication dans une conférence qui avait été très critiquée par ses collègues, et que d'une certaine façon, l'édition française allait prêter une nouvelle vie à ce texte dont il souffrait qu'il avait été aussi mal reçu. Donc je pense que lui, en 66, décembre 66, quand il s'écrive, il est tout à fait sincère dans l'idée qu'il est peiné que son livre a été si mal compris, et que la traduction française par Bourdieu et l'adjonction d'une postface va lui permettre, au fond, de défendre à nouveau... 20 ans plus tard. C'est ça, de défendre à nouveau le bouquin. Oui, alors, il y a quelque chose d'intéressant, parce que même dans l'écriture, il peut y avoir un malentendu, Paul Pasquali. Parce qu'en fait, quand on lit ça, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a accepté. Et vous faites, dans cette archéologie intellectuelle de cette correspondance, vous faites un travail où vous vous dites, tout compte fait, est-ce que Panofsky répond à Bourdieu comme peut-être quelqu'un qu'il ne connaît pas et qui est un éditeur, ou est-ce qu'il répond à quelqu'un d'autre? Et il répond peut-être plutôt à une institution, c'est-à-dire l'école pratique des hautes études. Il ne connaissait sûrement pas Bourdieu, mais comme vous l'avez entendu, Bourdieu a pris soin non seulement d'utiliser un certain langage et d'envoyer quelques signaux, mais aussi de lui envoyer 2 beaux spécimens, c'est-à-dire les premiers ouvrages de la collection, ce qui est une forme de tact, mais aussi un don qui appelle peut-être un contre-don. Alors, ce qui est intéressant dans cette façon d'engager la discussion avec Panofsky, déjà sur le langage, il le laisse écrire dans sa langue. Chacun écrit dans sa langue. Là, on a traduit, mais dans le livre, on a la version en anglais. Et c'est très important parce que ça permet une certaine familiarité de part et d'autre et d'exprimer librement les préoccupations les plus pratiques et quotidiennes qui sont en fait, qui font le sel de cette correspondance. C'est-à-dire qu'on sort c'est important de le redire, d'une histoire intellectuelle scolaire ou hagiographique par des grands hommes, des grandes doctrines, et on rentre, je dirais, par les choses les plus basiques. Donc là, on a le choix du titre, on a le découpage du texte, on a effectivement l'insertion dans un certain nombre d'institutions qu'il peut connaître de loin, parce que, on ne l'a pas dit, mais Panofsky était francophone et francophile. En réalité, il dit qu'il ne parle pas bien le français, mais on a trouvé des traces dans la correspondance de lettres parfaitement bien rédigées en français. L'école pratique des hautes études à l'époque, et sa 6e section pour Bourdieu, mais aussi sa 4e, sa 5e section, dans le cas de ceux avec qui Panofsky discutait, notamment on parle de Louis Grodecki, un médiéviste à cette époque, mais aussi Robert Maréchal, un autre historien, sont en fait des alliés de l'époque justement où était sorti en anglais le texte sur l'architecture gothique. Et donc c'est des alliés puisque c'est parmi toutes les réceptions qu'il y a eu, très peu ont été généreuses et positives. Et c'est Louis Grodecki et Robert Maréchal, donc des Français qui connaissaient personnellement Panofsky, qui avaient été les plus positifs. Donc pour lui, c'était un peu inespéré que ce jeune sociologue français reviennent vers lui pour un projet. Il se dit, tiens, voici l'occasion non seulement de prendre ma revanche, mais de retrouver mes alliés naturels. Voilà. Contrairement aux Allemands, contrairement aux anglo-saxons, aux anglophones, et des institutions prestigieuses. Donc l'école pratique de hautes études, on l'a dit. Il faut se souvenir aussi que Minuit, avec Beckett, avec le nouveau roman, avait beaucoup eu de succès, pas seulement en France, en fait, dans le monde entier, et notamment chez tous les francophiles et francophones à l'étranger, et dont faisait partie Panofsky. Et dernier point, je pense qu'il faut prendre très au sérieux le souci de Panofsky de prendre sa revanche, mais surtout de faire valoir le texte sur Sugère, qui lui a très bien été reçu en France comme ailleurs. Et donc, ce sont des 2 textes qui dialoguent entre eux, que Bourdieu, plus exactement, fait dialoguer, et qui n'ont pas le même statut non plus dans leur réception. Et donc, mettre un texte qui a eu une mauvaise réception avec un autre qui a une très bonne réception, c'était un bon calcul aussi du point de vue de Bourdieu que de celui de Panofsky. Alors, cette notion d'archéologie intellectuelle que vous mettez en sous-titre de votre ouvrage avec Paul Pasquali et Étienne Hanheim, est-ce à dire qu'il faudrait creuser comme un archéologue pour retrouver les couches anciennes? Évidemment, on les détruit au fur et à mesure, ces couches-là, pour pouvoir comprendre, alors, pour parler comme le 19e siècle, l'esprit d'une époque. Bon, je pense qu'on ne parle plus comme ça en termes de sciences sociales, mais pour pouvoir comprendre justement la fraîcheur du moment
où une correspondance entre deux intellectuels comme Bourdieu et Panofsky est la plus fraîche, justement, elle est là, on peut l'accueillir, on peut essayer de comprendre, alors qu'aujourd'hui, évidemment, toutes les couches qui se sont rajoutées sur la figure, non pas de Panofsky, parce qu'ensuite, il n'a pas vécu très longtemps, même quand il va à Princeton un peu plus tard, eh bien Bourdieu ne peut pas le rencontrer, parce qu'il est décédé, je crois, et il rencontre son épouse. Donc, ça n'est pas la figure de Panofsky, mais c'est la figure de Bourdieu, effectivement, qui s'est ajoutée jusqu'à l'ami de la famille que décrivait tout à l'heure donc Denis Podalides, c'est-à-dire un personnage considérable dans l'espace intellectuel français et même dans le monde entier, mais qui a d'autres écrits, d'autres visions, et qui, d'une certaine manière, ont obscurci ce jeune Bourdieu de 36 ans qui est dans cet ouvrage. Oui, nous avons choisi le terme archéologie en sachant qu'il y aurait des échos qui seraient ambigus parce que les gens pensent plus souvent à Michel Foucault quand on parle d'archéologie. Et c'est vrai que notre projet n'est pas tout à fait celui de la méthode de Foucault qui cherche avant tout, par archéologie, à faire émerger des structures de pensée et donc qui a une vision très philosophique et très conceptuelle de l'architecture. Nous, on a tenté de prendre au sérieux la métaphore matérielle de l'archéologie, c'est-à-dire d'ajouter à cette entreprise de remonter à travers le temps, qui tient aussi à ce que Foucault a fait, une dimension matérielle pour effectivement parvenir à raviver en quelque sorte des états antérieurs qui ont été fossilisés, qu'on peut arriver à ramener à la surface, ou en tout cas à dégager, et à s'apercevoir qu'il y a des états du champ, des états de l'histoire qui sont très différents de ceux qu'on connaît. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans notre entreprise, c'est-à-dire de faire lire en fait un autre Bourdieu que celui qui est, disons, devenu le Bourdieu contemporain. Oui, parce qu'il faut quand même dire effectivement que pour ce qui concerne l'histoire des idées, d'une certaine manière, Étienne Hanheim, on a tendance à considérer en historien que la question du passé, on sait très bien, hier ici même, Claude Gauvard nous disait que le Saint-Louis de Jacques Le Goff, qui est un immense ouvrage qui a fait énormément de bruit lorsqu'il a été publié dans les années 80, le Saint-Louis de Jacques Le Goff est désormais décapé lui-même et il est mis sur le côté par les historiens parce qu'on considère que c'est du passé. Or vous dites, ce passé des idées, ce passé-là, et vaut le coup, d'une certaine manière, il vaut le coup d'aller y voir. Je crois que ce qu'on essaye de faire, c'est de dire qu'il y a une présence du passé sous toute une série de formes, dont l'histoire intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de ce passé qui est encore actif et qui a à voir avec notre enquête.